Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons commencer cette partie 5 relative au bois et au feu et nous allons parcourir les règles de conception, de calcul et de dimensionnement qui permettent de garantir qu'une structure qui subit un incendie va conserver une série de caractéristiques. Alors ces caractéristiques, quelles sont-elles? Elles sont essentiellement au nombre de 4. On a des caractéristiques de résistance, d'étanchéité aux flammes, d'isolation thermique et enfin de réaction au feu. Je parlerai abondamment de toutes ces notions d'ici quelques minutes. Cette partie 5, elle comporte 3 chapitres et un complément. Dans le chapitre 33, je vais parler du comportement du bois lorsqu'il est placé dans du feu et je ferai également une brève synthèse des exigences de l'arrêté royal belge en matière de sécurité incendie des bâtiments neufs. Dans le chapitre 34, je vais passer en revue les aspects REI, donc résistance, étanchéité aux flammes et isolation thermique, tels qu'ils sont prescrits dans l'Eurocode 5, partie 1.2. Donc la partie 1.2 de l'Eurocode 5, c'est la partie de l'Eurocode 5 qui est entièrement dédiée au feu. Et je vous expliquerai également comment calculer, dimensionner une structure ou un élément de structure en bois en tenant compte du feu. Dans le chapitre 35, je vais parcourir rapidement la partie 1.2 de l'Eurocode 5 en faisant toute une série de commentaires sous-partie par sous-partie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours, disons, un long fleuve tranquille, hein, cette lecture des Eurocodes. J'essaierai de traduire pour vous toute une série de choses qui y sont prescrites. Et puis, je terminerai cette partie 5 par un petit exercice commenté qui concernera le calcul d'une toiture d'un hall sportif en tenant compte d'une certaine exigence au feu. Le chapitre 33 qui concerne les généralités et la réglementation belge. On voit sur cette photo quelques petites choses intéressantes. C'est une photo d'un ouvrage qui a subi des dégâts lors d'un incendie et on voit que l'acier, les poutres en acier se sont complètement laissées aller. C'est une caractéristique de l'acier, c'est d'avoir un module d'élasticité qui diminue drastiquement pour de hautes températures et par contre les poutres en bois, bon, elles ont un peu souffert, on le voit, mais on voit qu'elles assurent toujours un certain rôle porteur et on va comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Alors comment va se comporter un élément de bois qui est placé dans du feu? Il va créer une couche de carbonisation sur sa périphérie. La voici sur une photo d'une bûche qui a été placée dans du feu et puis que l'on a retirée avant carbonisation complète. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'il y a une couche qui est complètement noire sur la périphérie, donc c'est la couche dite de carbonisation, et à l'intérieur, eh bien, le bois est toujours du bois. Pourquoi? Parce que cette couche de carbonisation a une très faible conductibilité thermique et lorsque le bois est placé dans un incendie, dans du feu, eh bien, le bois qui se trouve à l'intérieur est protégé par cette couche de carbonisation et conserve, à peu de choses près, ses caractéristiques mécaniques et donc un rôle porteur. Cette couche de carbonisation, elle progresse à une vitesse qui dépend du type de bois, mais qui est toujours plus ou moins comprise entre 0,5 et 0,9 mm par minute. Voici ici une poutre en bois lamellé collé, voici qui a été placée donc dans du feu, voici son état après 30 minutes, voici son état après 60 minutes. Et vous voyez qu'après une heure, on a toujours du bois ici, hein, à l'intérieur de la géométrie et au milieu de cette couche de carbonisation. Et donc, finalement, pour qu'un élément structural en bois résiste au feu, eh bien, il suffit de lui prévoir une section plus grande, de telle sorte qu'au bout du temps requis, 30 minutes ou 60 minutes ou 120 minutes, eh bien, on a une épaisseur de bois qui a été mangée, entre guillemets, par le feu, mais encore, à l'intérieur, une quantité de bois suffisante pour assurer un rôle porteur. Mais évidemment, il faudra toujours protéger les parties métalliques, puisque bien souvent, les ouvrages en bois sont constitués d'assemblages dans lesquels il y a des parties métalliques. Il y a deux notions importantes qu'il faut bien comprendre. C'est d'une part la notion de REI et d'autre part la notion de réaction au feu. Je vais parler
ici des aspects REI. Je parlerai d'ici quelques minutes des aspects de réaction au feu qui concernent le comportement du bois dans le feu et la production de particules ou de fumée. Alors pour les aspects REI, on distingue l'aspect de résistance, donc la fonction R, qui concerne la capacité d'un élément porteur, poutre, colonne, paroi, dalle, plancher, à rester en place, à assumer son rôle porteur pendant un certain nombre de minutes. On parlera d'une fonction R60 si la capacité portante est assurée pendant 60 minutes au moins. Ensuite, il y a une fonction E et une fonction I qui sont en fait les fonctions séparatives, appelées aussi fonctions de compartimentage et qui ne concernent pas des notions de portance ou de résistance, qui concernent uniquement des planchers, des cloisons, des dalles, etc. La fonction E, c'est une fonction d'étanchéité aux flammes et on considérera qu'elle est remplie si, je cite, un tampon de coton ne s'enflamme pas lorsqu'il est placé sur la face non exposée de la paroi, près d'éventuelles fissures visibles. Alors ensuite, on a la fonction I, qui est une notion d'isolation thermique, et cette fonction sera considérée comme remplie si la face non exposée d'une paroi ne dépasse pas 140 degrés en moyenne et 180 degrés localement. Ces fonctions I et E ne sont pas du tout évidentes à calculer, à modéliser et seront souvent déterminées expérimentalement pour différents types d'éléments constructifs. Ce qu'on appelle la résistance au feu T-RUC, donc c'est une notation de l'Eurocode, c'est la durée d'incendie pendant laquelle l'élément constructif continue à remplir sa ou ses fonctions. Par exemple, je le disais tout à l'heure, R30 ou R60, eh bien cela signifie qu'un élément porteur assure une fonction portante pendant 30 minutes au moins. Par contre, si on parle de REI60, cela veut dire qu'on a les trois fonctions donc, de résistance, d'étanchéité aux flammes et d'isolation thermique qui vont être assurées pendant 60 minutes au moins. À côté des aspects R, E et I, il y a un aspect très important à considérer qui est celui relatif à la réaction au feu, c'est-à-dire à la manière dont va se comporter un matériau, en l'occurrence du bois, lorsqu'il est placé dans du feu. Alors il y a une norme, la voici, la NBN 13501-1, qui décrit les méthodes expérimentales de classement des matériaux selon 7 classes de réaction. Et ces 7 classes de réaction, ce sont les suivantes, A1, A2, B, C, D, E, F, qui correspondent à des matériaux qui sont de plus en plus combustibles. Donc, du béton ou de l'acier seront plutôt en classe A1, A2, alors que du bois sera plutôt en classe D. Alors, on va y ajouter à ces 7 classes de réaction d'autres chiffres et d'autres lettres, en particulier pour désigner deux autres comportements, donc autres que la combustion. Un premier comportement qui est le dégagement de fumée. S1 sera relatif à un dégagement de fumée faible, S2 à un dégagement de fumée moyen et S3 à un dégagement de fumée important. Pour du bois, ce sera la caractéristique S2 qui sera retenue. Et puis on a aussi un aspect de production de particules ou de gouttelettes. D0 correspond à aucune production, D1 à une production moyenne et D2 à une production forte. Pour du bois massif, du bois lamellé-collé ou du CLT, eh bien, on aura en général une classe D-S2-D0, avec la petite remarque quand même que l'on peut améliorer cette classe et faire, disons, avoir un changement là, sur la lettre D et éventuellement passer en C ou même en B avec certains produits ou peintures d'imprégnation ou encore des vernis. Un autre commentaire, donc il y a des normes qui définissent les caractéristiques qui sont exigées pour des matériaux ou des éléments de construction qui sont produits et vendus donc sur le marché. Ces normes, ce sont celles-ci, je vous passe les numéros. Par exemple, la norme EN 14080 eh bien, va imposer aux producteurs de bois lamellé-collé pour la structure de produire du bois lamellé-collé qui a au moins une classe D, S2, D0.
La Belgique, ben, c'est une royauté, comme vous le savez, et il y a un arrêté royal bien connu, qui est un texte dans lequel se trouve toute une série de prescriptions et d'exigences concernant la construction des bâtiments neufs en matière de sécurité incendie. Donc je vais essayer de vous résumer les exigences principales que l'on va devoir appliquer pour un ouvrage en bois, mais aussi d'ailleurs pour n'importe quel autre type d'ouvrage en béton ou en acier. Voici la page de garde de cet arrêté royal. C'est un arrêté royal qui date de 2012, mais la version originale date de 1994. Avant de vous parler du contenu de cet arrêté royal, voici quelques liens utiles. Le premier lien est un lien qui vous redirige vers le site du CSTC, Centre scientifique et technique de la construction, dans lequel vous pourrez trouver une synthèse assez bien faite du cadre législatif en Belgique, c'est-à-dire une synthèse de cet arrêté royal. Et puis, on a le texte original de l'arrêté royal que vous pouvez trouver sur ce lien-ci. On a également le même texte, mais mis en page de manière, je dirais, un petit peu plus compréhensible. Et enfin, un site très intéressant, www.rei-projects.be, sur lequel vous pouvez trouver toute une série de pistes pour améliorer la tenue au feu des ouvrages en bois. Cet arrêté royal, quel est son rôle? Alors son rôle, c'est de définir des exigences en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion pour les bâtiments neufs en fonction de la destination de l'ouvrage. À quoi va servir l'ouvrage et quels sont les types d'occupants qu'il y aura dans l'ouvrage. Et ces exigences, elles concernent les aspects REI et classes de réaction dont j'ai parlé précédemment, mais aussi les aspects d'accessibilité, de compartimentage, de signalisation incendie, etc. On a 6 annexes dans cet arrêté royal, une annexe avec de la terminologie, ensuite 3 annexes qui concernent respectivement les bâtiments bas de moins de 10 mètres, les bâtiments moyens avec une hauteur comprise entre 10 mètres et 25 mètres, et les bâtiments élevés avec une hauteur supérieure à 25 mètres. On aura une annexe 5 relative aux aspects de réaction au feu, et une annexe 6 dont je parlerai peu ou pas du tout concernant les bâtiments industriels. Vous avez ici un schéma qui a été fait par le CSTC et qui illustre ces notions de bâtiments bas, bâtiments moyens, bâtiments élevés. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Et puis, cet arrêté royal va définir 3 types d'occupants. Des occupants de type 1 qui sont non autonomes, par exemple dans des prisons, dans des hôpitaux, dans des homes, dans des crèches, etc. Des occupants de type 2 qui seront dits autonomes et dormants. Ça, c'est le cas des bâtiments résidentiels avec des appartements. Et puis des types d'occupants de type 3, donc, qui sont autonomes et vigilants. Et ça, typiquement, eh bien, ce sont les bureaux. Bon, alors, quelle est la logique de cet arrêté royal et comment faut-il en tenir compte lorsque l'on conçoit un projet de bâtiment? Il faut savoir que l'arrêté royal définit toute une série d'exigences et que ces exigences dépendent de 4 choses. Du type de bâtiment, bâtiment bas, bâtiment moyen, bâtiment élevé, du type d'occupant, type 1, type 2, type 3, donc autonome, vigilant, etc. Du type de local, est-ce qu'on a affaire à des bureaux, à des cuisines, à une salle de sport, à un chemin d'évacuation comme une cage d'escalier, etc. Et enfin, au type d'élément, est-ce qu'on a affaire à une paroi verticale, à un plafond, etc. Et en fonction de ces 4 caractéristiques, eh bien, l'arrêté royal, à partir de tableaux dont je vais vous parler dans quelques minutes, va exiger la vérification pour chaque élément constructif et dans chaque local de 2 choses. D'un certain temps de tenue, REI, donc une exigence au point de vue résistance et puis une exigence au point de vue du compartimentage, donc étanchéité aux flammes et isolation thermique, et puis d'un certain niveau de réaction au feu. Pour rappel, combustion du matériau, production de fumée, production de particules. Et puis, une fois que l'on va lire ces exigences dans l'arrêté royal, on doit évidemment les prouver que notre projet répond à ces exigences. Et donc, on va devoir évaluer les performances REI et
en termes de réaction au feu de chaque élément constructif de notre ouvrage. Et comment est-ce qu'on va devoir évaluer ces performances? Eh bien, il y a trois manières de les évaluer, soit via un calcul sur base de l'Eurocode 5, soit expérimentalement en laboratoire, soit en consultant des fiches techniques d'éléments constructifs qui sont produits, qui sont fabriqués par des entreprises et que l'on va utiliser pour le projet. Quelles sont les exigences de l'arrêté royal en matière d'aspect REI? Alors c'est très simple, il y a un tableau que je vous reproduis ici et qui provient de l'arrêté royal et qui donne, en fonction du type de bâtiment, les exigences. Alors vous voyez par exemple que pour les bâtiments bas, eh bien, on reste toujours dans une durée de tenue au feu qui est de maximum 60 minutes. Idem pour les bâtiments moyens, sauf pour les niveaux de sous-sol où là on exige du R120. Et vous voyez que ce n'est que pour les bâtiments élevés où on a une exigence quand même assez restrictive d'une tenue au feu de 120 minutes. Pour les maisons unifamiliales, l'arrêté royal ne donne aucune exigence, sauf concernant les maisons mitoyennes, l'arrêté royal impose que la paroi mitoyenne, donc entre les maisons, ait une tenue R60, même si l'effondrement de la maison en flammes survient avant les 60 minutes. Quelles sont les exigences de l'arrêté royal en matière de réaction au feu? Voici les tableaux qui proviennent de l'arrêté royal. Alors ça fonctionne comment? Ici c'est un tableau qui est relatif aux locaux dits normaux, par exemple des bureaux ou des salles. Et vous voyez qu'on va distinguer donc le type d'occupant, type 1, 2 ou 3, le type de bâtiment, bâtiment bas, bâtiment moyen, bâtiment élevé, le type de locaux, des salles ou des bureaux, et puis le type de parois, des sols, des plafonds, des parois verticales, etc. Et en fonction de ces données de base qui correspondent au projet et à l'endroit où se trouve dans le projet, eh bien, on a une exigence. Par exemple, si on se trouve dans une salle et que l'on considère les parois verticales et qu'on a affaire à des occupants de type 2 et dans un bâtiment moyen, eh bien, on aura une exigence de réaction au feu minimale de CS2D2. Donc on ne pourra pas aller en dessous de cette exigence dans la conception du projet, je vais dire. Voici un autre tableau du même type qui, lui, est relatif aux locaux dits à risque, par exemple des cuisines, des cages d'ascenseur, des locaux techniques, etc. Et le principe est exactement le même. Vous voyez qu'il y a toute une série d'exigences qui sont définies. Donc il suffit finalement d'aller dans ces tableaux et de voir quelle est l'exigence de l'arrêté royal dans tel ou tel cas. Voici encore un autre tableau qui provient de l'arrêté royal et qui, lui, est relatif aux locaux qui servent d'évacuation. Donc, par exemple, des cages d'escalier ou des chemins d'évacuation autres que des cages d'escalier. Le principe est exactement le même. On a de nouveau toute une série d'exigences qui dépendent du type de bâtiment, du type d'occupant, du type de paroi, etc. Alors, d'une part, il y a ces exigences en termes de réaction au feu et de REI qui sont imposées par l'arrêté royal. Et d'autre part, il y a la manière de les respecter, la manière de prouver que ces exigences sont respectées. Et je vais maintenant vous expliquer comment faire, d'une part pour la performance REI et d'autre part pour la réaction au feu. Alors, parlons d'abord de ces aspects REI, donc de la manière dont on peut déterminer la performance REI d'un élément constructif. Mettons-nous par exemple dans la peau d'une entreprise qui fabrique un élément constructif, par exemple des panneaux de CLT ou par exemple des panneaux d'ossature bois ou tout autre élément contenant du bois et qui le met sur le marché. Il y a en réalité trois manières de connaître la performance REI du produit. Soit en demandant à un laboratoire d'effectuer des essais, et ces essais seront effectués selon une norme que seuls les gens du laboratoire vont connaître. Hein. Ce n'est pas l'entreprise qui va être intéressée par les détails de cette norme. La deuxième manière, ce sera via un calcul, mais ce sera essentiellement
l'aspect R qui pourra être calculé et pas les aspects E et I. Ce calcul se fera selon des règles prescrites par l'Eurocode 5 partie 1.2 que je vais d'ailleurs détailler dans le chapitre suivant, le chapitre 34. Et puis, la troisième manière, c'est de suivre des recommandations. Et ces recommandations, on en trouve également dans l'Eurocode 5 partie 1.2, dans certaines des annexes, en particulier les C, D et E, qui fournissent toute une série de recommandations, notamment pour des parois et des planchers d'ossature bois. Et ces recommandations portent sur toute une série de détails constructifs comme l'espacement entre les fixations, le nombre de panneaux de plâtre, etc. Et voici un schéma qui a été dessiné par le CSTC. C'est un schéma que l'on trouve dans l'un de ces documents. C'est un schéma qui suit les prescriptions justement de l'Eurocode 5. Et si vous vous basez sur ce schéma, si vous respectez les suggestions, les propositions qui sont faites sur ce schéma, eh bien vous avez une garantie d'avoir des éléments qui se comportent avec une performance REI 60. Mettons-nous maintenant dans la peau d'un maître d'œuvre ou d'un architecte. Là, c'est clair que le maître d'œuvre ou l'architecte, il ne va pas faire appel à un laboratoire systématiquement quand il veut déterminer le caractère REI d'un élément constructif. Mais par contre, il pourra éventuellement s'aider de ses bureaux d'études, de ses partenaires, pour soit par calcul, soit en suivant les recommandations de l'Eurocode 5, mettre au point des systèmes constructifs qui respectent une exigence REI. Venons-en à la détermination de la performance en termes de réaction au feu. On va faire ça sur base d'un exemple, d'un bâtiment de bureau qui fait 14 mètres de hauteur, avec du CLT que l'on voudrait apparent sur les parois, le plancher et le plafond. Alors déjà, il y a une norme qui impose aux producteurs de CLT de vendre leur CLT avec une garantie DS2D0 sur le produit. Alors D, donc c'est un matériau qui est relativement combustible, mais ça on le sait bien, c'est du bois. S2, c'est une production de fumée moyenne, et D0, c'est aucune production de particules. On a affaire à un bâtiment de 14 mètres de hauteur, c'est donc un bâtiment moyen selon l'arrêté royal. On a des bureaux, donc des occupants qui sont autonomes et vigilants, c'est-à-dire de type 3. Et donc on va aller chercher ce tableau que je vous ai déjà montré précédemment, donc qui vient de l'arrêté royal. On se trouve ici dans les 3 dernières lignes et dans cette colonne-ci, puisqu'on a des occupants de type 3 et un bâtiment moyen. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que l'exigence est du ED2. Alors pour le D2, donc la production de particules, il n'y a aucun problème, puisque le D0 est bien meilleur. Et pour le E, il n'y a pas de problème non plus, puisque D représente un matériau qui est moins combustible que du E. On en conclut donc que dans ce cas-là, donc pour des bureaux qui se trouvent dans un bâtiment qui fait 14 mètres de hauteur, avec des occupants qui sont autonomes et vigilants, eh bien, on peut garder le CLT apparent sur les parois verticales et horizontales. Si vous faites cette vérification pour des locaux à risque ou des cages d'escalier, ou bien d'autres types de locaux à définir en fonction des tableaux que vous trouvez dans l'arrêté royal, eh bien, vous verrez que dans tous ces cas-là, l'exigence est supérieure à du D et vous ne pourrez pas laisser le CLT apparent. Vous devrez soit mettre un autre matériau, soit lui faire subir un traitement, une peinture, un vernis, une imprégnation qui va faire passer sa classe de réaction du D au C, voire au B, mais enfin bon, il faudra encore le prouver, soit recouvrir le CLT avec une protection, par exemple des panneaux de plâtre, mais alors là, on supprime malheureusement l'aspect esthétique du bois qui peut être évidemment une volonté du projet à la base. Je voudrais terminer ce chapitre avec une remarque importante. Je lis avec vous ce qui est marqué là. Les aspects de réaction au feu du bois considérés dans l'arrêté royal concernent essentiellement des parois. Donc des parois d'ossature bois, des parois en CLT ou des parois qui associent le bois à d'autres matériaux. Et donc, lorsqu'on considère des éléments qui sont isolés, comme des colonnes par exemple, ou des poutres, eh bien, on peut être en mesure de se demander ce qu'on doit faire. En réalité, les aspects de réaction au feu ne sont pas à considérer, bien que ça n'est pas explicitement écrit dans l'arrêté royal. Il faut pour cela interpréter un petit article qui s'y trouve, c'est l'article 5/1/5,
qui dit ceci: un maximum de 10% de la surface visible de chaque paroi verticale, plafond ou sol, n'est pas soumis aux exigences des tableaux 1, 2, 3 et 4. Ce sont les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure, pour cette paroi verticale, ce plafond ou ce sol. Et donc ça veut dire que globalement, si on a quelques poutres et quelques colonnes en bois apparentes, il n'y aura aucun problème, on ne devra pas les protéger ou les cacher. Voici au chapitre 34 qui concerne l'évaluation de la performance REI par calcul, donc selon les règles prescrites par l'Eurocode 5. Alors j'ai mis le EI entre parenthèses ici, pourquoi? Eh bien parce qu'en réalité, le calcul de l'étanchéité aux flammes et de l'isolation thermique est loin d'être une évidence. Et ici, je vais uniquement parler du calcul de la performance R, c'est-à-dire de la capacité portante des éléments structuraux en bois lorsqu'ils sont soumis à un incendie. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc c'est la partie 1.2 de l'Eurocode 5 qui traite tous ces aspects liés aux structures en bois soumises à des incendies. Cette partie 1.2 comporte 7 sections et 6 annexes avec 82 pages au total, et on va y retrouver toute une série d'éléments qui vont nous permettre d'évaluer la performance REI d'éléments structuraux. Il y a également une annexe nationale belge à la partie 1.2. C'est un tout petit document de 4 pages dans lequel il y a des variantes mineures au texte de base. On ne va pas considérer cette ANB, cette annexe nationale, dans le cadre de ce cours. Voici quelques éléments importants sur la combustion du bois. Il faut savoir qu'un élément de bois massif va s'enflammer spontanément au-delà de 400 degrés après évaporation de l'eau liée. On distingue 3 zones ou 3 couches. Une couche de carbonisation qui est enflammée, qui est noire, qui se trouve dans la périphérie de l'élément et qui va progresser vers l'intérieur de l'élément tout au long de la durée de l'incendie. Puis on va avoir une couche de pyrolyse assez fine, mais avec un bois qui est modifié chimiquement. Et puis on aura toute la partie intérieure de l'élément en bois qui ne sera pas atteinte par le feu. Sa température ne va pas dépasser 100 degrés, même au bout d'un incendie assez long. Pourquoi? Parce que la couche de carbonisation va protéger cette zone. La couche de carbonisation est caractérisée, et c'est un grand avantage du bois, par une très faible conductivité thermique. Et donc, c'est la raison qui explique justement que l'intérieur de l'élément de bois va conserver toutes ses propriétés. Et donc, on peut dire que la perte de capacité portante d'un élément qui se trouve dans le feu s'explique plus par une perte de section, puisque la couche de carbonisation pénètre vers l'intérieur avec le temps qui s'écoule, que par une modification des propriétés intrinsèques du bois. Donc on a toujours du bois à l'intérieur de cet élément, et c'est ce bois-là, celui qui est protégé par la couche de carbonisation, qui va finalement être la partie porteuse de l'élément structural. Alors les vitesses de combustion, c'est-à-dire les vitesses de propagation de cette couche de carbonisation de l'extérieur vers l'intérieur, elles s'expriment via un coefficient bêta 0 ou bêta n. Alors le bêta 0, c'est un coefficient qui exprime la vitesse de propagation pour des panneaux qu'on va considérer infiniment grands, et puis bêta n, ce sera le coefficient qui sera relatif à des éléments qui ont une section définie avec du feu qui progresse sur plusieurs faces qui sont perpendiculaires les unes avec les autres. Pour du bois massif et du bois lamellé collé en résineux ou en hêtre, on a une vitesse de propagation de 0,7 à 0,8 mm par minute. Pour du bois massif et du bois lamellé collé en feuillu, la vitesse de propagation est un petit peu plus faible, de l'ordre de 0,5 à 0,7 mm par minute. Pour des panneaux de bois massif CLT ou des panneaux de particules, on aura une vitesse de 0,9 mm par minute. La couche qui n'est pas atteinte par le feu ne dépasse pas 100 degrés dans sa périphérie, je l'ai dit tout à l'heure, et dans cette périphérie, donc du bois qui reste du bois et qui est du bois sain, les caractéristiques mécaniques diminuent un petit peu, mais pas énormément. Vous avez ici les valeurs pour la résistance en traction parallèle aux fibres, en compression parallèle aux fibres, en flexion, et aussi pour le module d'élasticité moyen.
Je voudrais maintenant faire une synthèse de la procédure de dimensionnement et de calcul d'un élément structural en bois en cas d'incendie. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est aller consulter l'arrêté royal, en particulier le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, et en fonction des données de votre projet, vous allez pouvoir y lire quelle est l'exigence en termes de durée de tenue au feu. Par exemple, 60 minutes, mais ça peut être moins ou ça peut être plus. L'Eurocode va utiliser la notation TRUC et cela correspond aussi à la notation R quelque chose de l'arrêté royal, par exemple un R60, un R30 ou un R120. Après, il faut évaluer la section résiduelle de bois après cette durée imposée, c'est-à-dire calculer l'épaisseur de carbonisation efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette épaisseur de carbonisation efficace, elle vaut la vitesse de carbonisation en millimètres par minute fois le temps en minutes, plus 7 mm. Et ce 7 mm, d'où est-ce qu'il vient? Il vient du fait que dans la partie de bois sain, donc qui se trouve à l'intérieur de la couche de carbonisation, eh bien, sa périphérie est à une température élevée qui peut atteindre de l'ordre de 100 degrés. Et dans cette zone, les caractéristiques mécaniques du bois diminuent. Donc on ne va pas en tenir compte et on considère, enfin l'Eurocode considère que cette zone a une épaisseur de 7 mm. Ensuite, il va falloir calculer les combinaisons accidentelles de cas de charge, c'est-à-dire les combinaisons fréquentes. J'ai détaillé abondamment leur calcul dans la partie 2 de ce cours de structure en bois. Et enfin, on va aller chercher nos critères de dimensionnement, ceux que l'on a vus dans cette même partie 2, à quelques nuances importantes près. En effet, l'Eurocode va nous permettre d'utiliser un K-mode qui vaut 1, d'utiliser un coefficient de sécurité sur le matériau qui vaut 1, et en plus de ça, de soulager le critère en multipliant les résistances caractéristiques par un coefficient plus grand que 1, que l'Eurocode note KFI, FI pour Fire, et qui vaut 1,25 pour le bois massif et 1,5 pour le bois lamellé collé et les panneaux. Alors je voudrais quand même faire une remarque importante, c'est que en général, pas toujours, mais en général, pour des tenues au feu de l'ordre de 60 minutes, ce n'est pas le critère de feu qui va être dimensionnant. Mais ce sera plutôt les critères provenant des combinaisons rares et ou des combinaisons ELS. Pourquoi? Eh bien parce que justement, l'approche de calcul au feu est assez favorable puisqu'on utilise des combinaisons accidentelles qui donnent lieu à des charges et donc des efforts internes qui sont bien plus petits que ceux qui proviennent des combinaisons rares ou des combinaisons ELS. Et en plus, on a ici des critères qui sont largement soulagés par ce K-mode et ce gamma M qui peuvent être pris égaux à 1 et le KFI là, qui soulage les caractéristiques mécaniques. Et donc, en d'autres mots, pour des tenues au feu exigées de l'ordre de 60 minutes, eh bien, c'est souvent le critère ELU combinaison rare ou ELS qui va être suffisant et l'approche feu ne changera rien au dimensionnement des sections qui a été fait à partir de ces critères. Par contre, pour des temps de tenue au feu qui commencent à être trop importants, de l'ordre de 90 minutes ou de 120 minutes, eh bien là, le critère de calcul au feu sera souvent plus pénalisant que le critère qui provient d'une analyse avec les combinaisons rares ou les combinaisons ELS. Et je vous rappelle ici la manière dont on calcule une combinaison de cas de charge en cas d'incendie. Donc c'est la combinaison accidentelle. Je vous laisse faire un arrêt sur image parce que j'ai détaillé ceci abondamment dans la partie 2 de ce cours. Et oui, alors ici c'est le tableau avec les coefficients psi0, psi1 et psi2, mais j'ai également détaillé ceci dans la partie 2, donc je ne vais plus en parler maintenant. Voici le chapitre 35, qui est le dernier chapitre de cette partie 5, et qui est aussi en fait le dernier chapitre de ce cours de structure en bois. Alors dans les chapitres précédents, donc 33 et 34, j'ai vu, je pense, l'essentiel de ce que vous devez savoir pour être capable de dimensionner des éléments structuraux en bois en cas d'incendie. Alors quel est l'objet de ce chapitre 35? Eh bien, vous avez pu sans doute remarquer que la lecture et la compréhension des Eurocodes, et d'ailleurs pas seulement
de l'Eurocode 5, mais des autres aussi, n'est pas toujours, disons, aisé. Il faut parfois interpréter. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai repris donc la partie 1.2 de l'Eurocode 5, qui est la partie de l'Eurocode 5 exclusivement dédiée aux aspects feu. Je l'ai reprise et je vais commenter de manière non exhaustive d'ailleurs les 7 sections et les 6 annexes de cette partie 1.2 de l'Eurocode 5 de manière à ce qu'elle soit plus compréhensible. Et donc je ne vais pas faire une lecture exhaustive, je vais juste amener quelques commentaires de temps en temps. Et vous allez retrouver d'ailleurs dans bon nombre de mes propos des choses dont j'ai déjà parlé dans le chapitre 33 et dans le chapitre 34, puisque ces deux chapitres sont en fait une synthèse non seulement de l'arrêté royal, mais aussi de cette partie 1.2 de l'Eurocode 5. Alors cette partie 1.2 de l'Eurocode 5, la voici, ou en tout cas voici un extrait de sa page de garde. C'est la NBN-EN 1995-1-2. Je vous rappelle que 1995 n'a rien à voir avec une date, puisque cette norme date de janvier 2005. Cette partie 1.2, donc elle est exclusivement dédiée aux aspects d'incendie. Elle comporte 7 sections, les voici, et 6 annexes, et je vais maintenant les passer en revue rapidement les unes après les autres. Je voudrais faire une petite remarque parce que l'Eurocode 5 partie 1.2 fait souvent référence à des plaques de plâtre avec des lettres A, H, F, mais il y en a d'autres et on se demande un petit peu ce que veulent dire ces lettres. Alors, ces plaques de plâtre, typiquement, c'est ce qu'on va appeler en Belgique du gyproc, qui sert à la finition et au parachèvement des cloisons. Alors, le type A, ce sont des plaques de plâtre normales, je dirais, sur lesquelles, entre guillemets, des enduits ou une décoration peuvent être appliquées. Et puis le type H, c'est typiquement ce qu'on appelle du gyproc vert. On l'utilise dans les zones plus humides, comme des salles de bain. Ce sont des plaques de plâtre avec un additif donc, qui leur permettent de résister plus facilement à l'humidité. Et puis les plaques de type F, ce sont des plaques qui ont un autre additif et qui leur donnent une meilleure résistance aux incendies et aux températures. Je passe la section 1 sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. Alors dans la section 2, on a une partie 2.1 ici, dans laquelle on a toute une série de notions théoriques, de feu nominal, de feu conventionnel, de feu standard, de feu paramétrique, etc. Ce sont des notions qui seront utiles uniquement lorsqu'on veut faire des calculs très précis de tenue au feu en cas d'incendie. On est toujours dans la section 2. Alors, quelques petites choses que vous connaissez déjà en partie. Que vous dit la section 2? À un moment donné, il est écrit dans l'Eurocode que les déformations ne doivent jamais être calculées en cas d'incendie, sauf si elles ont un impact sur les fonctions d'étanchéité aux flammes et d'isolation. Un exemple tout simple et très facilement compréhensible, c'est par exemple, imaginez une paroi qui est reprise par une poutre, d'accord? Si cette poutre se déforme trop, eh bien cette paroi, évidemment, va laisser passer les flammes, ce qui n'est pas souhaité, et dans ce cas-là, il faut être attentif aux déformations, mais pas dans les autres cas. Ceci, vous le connaissez déjà en partie aussi, c'est la définition du critère d'isolation, donc isolation d'une paroi entre un local exposé à l'incendie et un local qui n'est pas exposé à l'incendie. Donc l'Eurocode dit que le critère d'isolation est satisfait lorsque sur la face non exposée de la paroi, la température moyenne est inférieure à 140 degrés et qu'elle n'atteint jamais localement, à un endroit ou à un autre de la paroi, une température de 180 degrés. On ne trouve pas grand-chose concernant le respect de l'exigence d'étanchéité, le E du REI, dont j'ai déjà parlé abondamment. Mais par contre, dans l'annexe E, dont je parlerai dans quelques minutes, donc dans l'annexe E de l'Eurocode de nouveau, partie 1-2, eh bien, là, il y a une phrase qui dit que lorsque l'exigence I est respectée, eh bien, on peut considérer que l'exigence E l'est aussi. On est toujours ici dans la section 2. Alors, 2.2, là, l'Eurocode parle de l'action température qui crée éventuellement des efforts internes. Quand est-ce que ça se passe? Ça se passe, par exemple, si vous avez une structure hyperstatique qui ne peut pas se dilater et qui donc pousse sur ses appuis et donc génère un effort interne
de compression ou d'autres types d'efforts internes. Donc il faudra être attentif, mais c'est quand même un cas relativement marginal. Ensuite, en 2.3, l'Eurocode détaille donc la manière de vérifier les critères de dimensionnement avec la modification des K-modes gamma M, avec le coefficient KFI là, qui vaut 1.15 ou 1.25, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis on a au 2.4 parfois des choses un petit peu étranges, notamment une méthode simplificatrice de calcul, simplificatrice entre guillemets, parce que quand on la regarde, elle semble totalement inapplicable. Donc voilà, parfois dans les Eurocodes, on trouve quand même des choses étranges, et on ne sait pas trop d'où ça vient, ce sont des choses qui semblent ne servir à rien, et ici c'est tout à fait le cas, enfin ce n'est que mon humble avis. Section 3, je vais parler du 3.4.2 ici, avec quelques mots sur le calcul de la profondeur de carbonisation, avec les bêta 0 et bêta n dont j'ai déjà parlé, mais je ne vous ai pas encore montré ces deux schémas-ci. Donc simplement pour vous dire que le bêta 0 correspond à une vitesse de carbonisation pour des surfaces, par exemple comme des parois en CLT, qu'elles soient verticales ou horizontales. Et le bêta n, lui, il est toujours un petit peu plus grand que le bêta 0, donc la vitesse de carbonisation est toujours un petit peu plus grande. Pourquoi? Parce qu'il correspond plutôt à des poutres et des colonnes qui ont donc des surfaces perpendiculaires qui se font manger un petit peu plus vite, justement parce qu'elles sont perpendiculaires et donc que le feu attaque sur un angle. Les valeurs de bêta 0 et bêta n sont données dans un tableau qui est le tableau 3.1 et dépendent du fait que l'on ait soit des résineuses, soit du feu U, dépendent également du fait que l'on a affaire à du LVL, des panneaux, etc., etc. Le tableau est assez simple à décoder. On en vient ici à quelque chose d'assez important et utile, puisque cela concerne le calcul de la tenue au feu d'éléments en bois qui sont protégés par des panneaux, en l'occurrence des panneaux de plâtre, très souvent. Alors, voici ici l'exemple d'une poutre ou d'une colonne qui est complètement enrobée par ces panneaux, ou bien d'une poutre ici sous un plancher. On va distinguer deux cas. Ce slide-ci concerne le cas 1, qui est relatif à un bois qui n'entre en combustion qu'après que le panneau se soit rompu à cause d'un incendie. Alors que sur le slide suivant, donc pour le cas 2, on considérera que le bois, malgré le fait qu'il est protégé, se met déjà en combustion avant que le panneau disparaisse complètement. Je vais vous commenter ce premier graphique et cela vous permettra de comprendre sans problème les trois suivants. Qu'est-ce qu'on trouve en abscisse ici? Eh bien, c'est le temps d'incendie à partir du moment où il démarre ici, et en ordonnée, la profondeur de carbonisation. La droite en pointillé, ici en rouge, représente la profondeur de carbonisation d'un bois qui n'aurait pas été protégé. On connaît cette droite, hein, puisqu'elle est relative à la relation D car est égale à bêta fois T, bêta en millimètres par minute, donc c'est la vitesse de carbonisation et T en minutes. Mais le bois est protégé, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, jusqu'à un temps TF, le bois va être protégé donc par le panneau et va juste, entre guillemets, s'échauffer. Et TF, c'est le temps qu'il faut pour que le panneau s'effrite complètement et disparaisse à cause d'un incendie. Pendant toute cette durée TF, le bois, il ne brûle pas, mais par contre, il s'échauffe. Et lorsque le panneau disparaît, ce bois est chaud et donc sa vitesse de carbonisation va être plus importante que bêta. Et donc, vous voyez qu'on va suivre ici une droite bleue qui a une pente plus grande que la droite initiale. Et puis à un moment donné, cette droite bleue rejoint la droite initiale et on peut alors repartir sur la droite initiale comme si le bois n'avait pas été protégé. Donc, en résumé, en cas d'incendie, entre le temps 0 et le temps TF, eh bien, le bois est toujours là, il ne fait juste que s'échauffer. Et puis, commence au niveau du temps, à partir du temps TF, donc quand le panneau de protection disparaît, commence la carbonisation du bois, et puis on repart sur la droite initiale. La pente ici de cette droite bleue est donnée par un coefficient K3, là, la pente vaut K3 fois bêta, et ce K3, de même que le TF ici ou le TA, sont donnés par des petites formules assez simples que l'on trouve dans l'Eurocode. Alors il y a une petite nuance entre ces deux graphiques, et je vous avoue que je ne sais pas trop d'où elle vient, même pas du tout. Est-ce que c'est expérimental ou pas? Probablement. Il y a une valeur de 25 mm que vous trouvez ici, c'est la différence entre ces deux graphiques.
Dans le premier graphique, on considère que l'intersection entre la courbe initiale et la droite initiale et la droite bleue se fait pour une ordonnée qui est inférieure à 25 mm. Et dans ce cas-là, eh bien, au-delà de ce point d'intersection, on continue sur la droite initiale. Alors que si l'intersection entre la droite bleue et la droite initiale se fait plus haut, donc pour une ordonnée plus élevée que 25 mm, eh bien là, l'Eurocode nous dit que l'on doit prendre à partir de ce point-là une parallèle à la droite initiale. Et le second cas, c'est celui qui correspond à un bois qui commence sa combustion avant que le panneau de plâtre ne disparaisse. On a la même nuance que précédemment là, avec ce critère de 25 mm sur lequel je ne vais pas revenir. Donc un petit commentaire sur le graphique ci-dessus. Donc toujours en abscisse le temps qui s'écoule, en ordonnée la profondeur de carbonisation, et puis en rouge ici pointillé la droite qui représente la carbonisation, la profondeur de carbonisation d'un bois qui ne serait pas protégé. Alors dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien jusqu'au temps TCH. À partir du temps TCH, le bois commence à brûler malgré la présence d'un panneau de plâtre, mais avec une vitesse de combustion qui est assez faible puisqu'il y a un panneau de plâtre qui est encore présent. Au temps TF, le panneau de plâtre s'est complètement altéré, il s'effrite, il tombe. Le bois non seulement a déjà commencé sa combustion, mais en plus il est bien chaud, donc sa vitesse de combustion va être importante, et on va rejoindre alors au temps TA la droite que ce bois aurait suivi s'il n'avait pas été protégé. Je précise que les paramètres TCH et TF sont donnés dans l'Eurocode 5, partie 1.2, par des petites formules toutes simples, de même que les pentes K2 et K3 que vous voyez ici. Ici, je passe en revue les articles de l'Eurocode qui font référence aux différents types de plaques de plâtre. Alors vous voyez, on retrouve ici les lettres dont je vous parlais en début de ce chapitre. On a aussi des petites formules qui nous donnent les valeurs des pentes K2 et K3 et TA qui sont représentées sur les graphiques que je viens de vous commenter. Vous voyez que ce ne sont pas des formules bien compliquées. Oui, alors ici, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Eurocode nous donne des petites formules toutes simples pour les calculs de TCH et de TF. Donc TCH, c'est le temps à partir duquel après lequel le bois se met à brûler, et TF, c'est le temps qu'il faut pour qu'un panneau de plâtre se dégrade complètement. Je passe à la section 4 avec quelque chose que vous connaissez maintenant, qui est le calcul de la profondeur de carbonisation, donc avec un petit schéma qui est quand même intéressant et qui vous réexplique ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc quand un bois est placé dans du feu, il y a une couche carbonisée ici, elle est dessinée en grisé, et puis l'intérieur, c'est du bois qui a conservé ses caractéristiques initiales, à la nuance près que dans la périphérie, qui est proche de la zone de carbonisation, eh bien, ce bois est chaud, il peut atteindre 100 degrés, et donc on a une petite diminution des caractéristiques mécaniques. Donc, la profondeur de carbonisation efficace, elle est donnée par cette formule-ci, qui nous dit que D efficace donc, est égal à bêta fois T, donc bêta en millimètres par minute et T en minute, et plus combien? Eh bien, plus 7 mm. Alors, l'Eurocode considère un facteur K0, mais s'empresse de nous dire que la plupart du temps, ce K0 est égal à 1. Section 5, alors cette section, en fait, elle fait moins d'une page dans l'Eurocode 5 et elle renvoie très très vite aux annexes C, D, E, donc je ne vais pas la commenter. Section 6, elle correspond aux assemblages. Donc la section, je lis la phrase ici, hein, la section traite essentiellement de la manière dont il faut calculer quelques types d'assemblages comportant des tiges et ou des plaques métalliques. Bon, alors je ne vais pas vous détailler ça, sachez que ça existe. Allez voir éventuellement, il y a des exercices dans votre syllabus d'exercices qui sont faits à partir de ces articles de l'Eurocode. Ce n'est pas, disons, essentiel, je vais dire, pour vous.
De nouveau, ici, on est toujours dans la section 6. L'Eurocode, disons, détaille quelques méthodes de calcul et quelques règles de protection en fait, des tiges métalliques par des bouchons de bois ou des plaques de bois. Toujours dans la section 6, voilà encore d'autres règles de protection des éléments métalliques, tiges ou plaques à l'intérieur du bois. Je ne vais pas détailler non plus ces aspects-là qui dépassent quand même un petit peu le cadre de ce cours. Même remarque, on est toujours ici dans la protection des assemblages métalliques. Section 7, détails structuraux. Donc cette courte section donne quelques règles constructives, essentiellement pour les murs et les planchers. Rien de très transcendant, ni de choses incompréhensibles dans l'Eurocode qu'il faudrait traduire. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à aller directement dans le texte original de l'Eurocode. J'en viens aux annexes de cette partie 1.2. Alors l'annexe A et l'annexe B, eh bien, elles seront utilisées dans certains cas précis pour lesquels on ne trouve pas son bonheur avec les méthodes approchées dont j'ai parlé, ou bien dans des cas où on veut faire des calculs un petit peu plus précis. Par exemple, l'annexe A, eh bien, elle détaille une méthode de calcul de la vitesse de carbonisation et de l'épaisseur de carbonisation en fonction du temps pour des feux qui sont paramétriques, donc des feux qui sont standardisés. Bon, voilà, rien de très indispensable dans cette annexe A, de même que dans l'annexe B. On est dans l'annexe C. Alors l'annexe C, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle permet de calculer disons, la fonction R pour des solives qui sont à l'intérieur de parois qui sont remplies par des isolations. D'accord? Donc voilà, des parois remplies, donc typiquement des panneaux d'ossature. Annexe C, voilà, de nouveau on retrouve ces fameuses courbes là qui permettent d'évaluer le temps de carbonisation des éléments qui sont à l'intérieur de ces parois, donc des éléments de bois qui sont à l'intérieur de ces parois. Voilà, je ne vais pas détailler tout ça. Annexe D, pareil, on est toujours dans les parois, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des parois qui sont remplies d'isolation, ce sont des parois qui sont vides, donc sans isolation, donc toujours avec des solives à l'intérieur, et puis des panneaux qui sont autour, par exemple des panneaux d'OSB. Et de nouveau, on retrouve ces courbes qui permettent de déterminer la tenue au feu de ces éléments de bois qui sont à l'intérieur de ces parois. Voilà, j'en viens à mon dernier transparent relatif à ce parcours rapide de l'Eurocode 5 partie 1.2. Donc c'est l'annexe E ici, qui concerne cette fois-ci non plus la fonction R, mais la fonction EI des parois de type ossature, donc plancher ou paroi verticale. Alors ici, ben, on a une annexe qui explique comment calculer la fonction séparative d'étanchéité aux flammes et d'isolation, à condition que l'exigence soit inférieure ou égale à 60 minutes. La méthode ne permet pas de justifier, disons, des parois qui ont une tenue au feu supérieure à 60 minutes. Voilà, alors je voudrais terminer cette partie 5 par un exemple ou un exercice que je vais commenter. Je vais aller assez rapidement, donc je vous invite à cliquer sur le bouton pause dès que vous le désirez, si je vais trop vite, pour pouvoir lire les textes et les équations que je passe en revue. Voici l'énoncé de ce petit exercice. On va considérer la toiture d'un hall sportif avec toute une série de longues poutres en bois lamellé collé de type GL28H de portée 25 mètres. La toiture se trouve à une hauteur de 18 mètres. On va considérer que toutes ces poutres ont une section constante de largeur B et de hauteur H. La largeur B va être fixée à 20 cm pour des raisons liées à la production du bois lamellé en usine. Toutes ces poutres sont espacées de 4 mètres. Le but de l'exercice, c'est de dimensionner la section de ces poutres, c'est-à-dire de trouver leur hauteur H. Alors les charges, les voici. On va prendre des charges permanentes de 1 kN par mètre carré, une charge de vent de
1 kN par mètre carré également, donc qui agit de haut en bas, et une charge de neige de 0,5 kN par mètre carré. On va faire deux calculs différents. D'abord, un calcul sans tenir compte du feu, et ensuite, un calcul en tenant compte du feu. Alors, sans tenir compte du feu, ça veut dire quoi? Eh bien, on va passer en revue les différents critères ELU et ELS, donc de calcul de flèche, avec une imposition sur la flèche maximale à long terme, qui va être limitée à un 2/100 de la portée. Et au point de vue du feu, on va considérer que la toiture doit encore assurer son rôle porteur au bout de 60 minutes. Une petite remarque quand même, on va négliger le déversement des poutres en se disant qu'il y a un système de fixation et de poutres secondaires qui évite ce déversement. On a affaire à des éléments structuraux qui sont protégés des intempéries, donc on se trouve dans une classe de service 1. Je vous rappelle une petite règle de l'Eurocode qui dit que lorsque l'on a des combinaisons de cas de charge avec des charges de différentes durées, eh bien c'est la charge de durée la plus courte qui va imposer la valeur du K-mode. Comment est-ce qu'on lit ce tableau? Donc on a différentes lignes qui correspondent à des durées de charge différentes, et puis on a trois colonnes qui correspondent respectivement à chacune des classes de service. Donc nous trouvons, comme je viens de le dire, en classe 1, et c'est le vent qui va avoir la plus courte durée dans la combinaison de cas de charge, et donc on voit que la valeur à prendre en compte pour le K-mode est égale à 0,9. Alors maintenant, je vais faire un calcul sans tenir compte du feu pour commencer. Je vais aller chercher la combinaison rare. Voici son expression. Je vous renvoie si nécessaire à la partie 2 de ce cours de structure en bois. Vous voyez qu'il y a des coefficients psi0 là que je donne dans le tableau qui se trouve ici. Voici cette même combinaison écrite de manière un petit peu plus simple. Donc 1,35 fois la charge permanente plus 1,5 fois le vent plus 0,5, vous le trouvez ici, là, le psi0 pour la neige, 0,5 fois la charge de neige. On a donc, si on fait ce calcul, une charge surfacique de 3,225 kN par mètre carré. On peut alors calculer le moment fléchissant sollicitant et l'effort tranchant sollicitant. Attention, ici il y a une valeur 4, d'où est-ce qu'elle vient? Simplement du fait que les poutres sont espacées de 4 mètres. Je dois donc multiplier la charge surfacique par 4 pour obtenir une charge par mètre de poutre. Voici la valeur du moment fléchissant sollicitant, de l'effort tranchant sollicitant, et voici les deux critères. Alors, prenons le critère de flexion pour commencer. Qu'est-ce que je peux dire? On a évidemment une contrainte sollicitante qui vaut le moment fléchissant divisé par le module de flexion qui vaut BH carré sur 6. Le H est inconnu, tout le reste est connu. Voilà le K-mode ici de 0,9, le 28 qui vient du GL28H. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que la hauteur minimale de la section des poutres doit être de 1225 mm pour respecter le critère de flexion. Le critère d'effort tranchant, le voici. Vous commencez à être habitué à ce genre de choses. Il y a le KCR là, qui tient compte des fissures aux extrémités. Le B, c'est 200, comme ici, la largeur de la section. Et puis le H est de nouveau une inconnue. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que pour satisfaire le critère d'effort tranchant, la hauteur de la section doit être de 716 mm au minimum. Donc, on voit que c'est le critère de flexion qui est plus exigeant. On en déduit qu'à ce stade, en tout cas, si on tient compte des combinaisons rares, eh bien, c'est une hauteur de 1225 mm que l'on doit prévoir pour la section des poutres. Je dois maintenant faire une dernière vérification qui concerne les contraintes perpendiculaires aux fibres au niveau des appuis. Alors les appuis se font sur une largeur qui est la largeur de la poutre, qui vaut 200 mm, et sur une longueur qui est à déterminer, qui n'est pas une donnée du projet, et qui doit être suffisante pour que, justement, les contraintes sollicitantes perpendiculaires aux fibres au niveau des appuis ne soient pas trop élevées. Alors voici le critère. Vous commencez à connaître ce type de critère. Donc l'effort tranchant, donc la réaction d'appui vaut 161 kN ici. La largeur de la poutre 200
et la longueur d'appui que j'avais notée, elle, est inconnue. Tout ça doit être plus petit ou égal à quoi? Eh bien, au K mode fois la résistance caractéristique en compression perpendiculaire aux fibres du GL28H divisé par le coefficient de sécurité 1,25. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne une longueur d'appui minimale qui doit valoir 448 mm et que l'on va arrondir à 45 cm. Je passe maintenant à la vérification du critère de flèche avec cette longue expression que j'avais détaillée et démontrée dans la partie 2 de ce cours et qui nous donne la combinaison de cas de charge à prendre en compte dans un cas de calcul de flèche à long terme. Là-dedans, il y a toute une série de coefficients, donc les coefficients psi0 et psi2, je les ai repris dans les deux tableaux qui se trouvent ici. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit qu'il y a le CADEF, là, souvenez-vous, le CADEF qui tenait compte de la classe de service, donc de l'humidité ambiante dans laquelle la structure se trouve. Ici, on a affaire à une classe de service 1, donc le CADEF vaut 0,6. Si on exprime cette relation de manière numérique, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce qui est écrit ici, donc 1 plus le CADEF fois la charge permanente qui vaut 1 kN par mètre carré, plus la charge dominante de vent donc qui vaut 1 kN par mètre carré, plus alors les autres charges de neige, en l'occurrence ici, avec un coefficient psi0 là qui vaut 0,5, donc on va avoir un 0,5 fois 0,5, et puis le CADEF fois le psi2 fois le 0,5, mais le psi2 ici vaut 0, vous le voyez ici dans le tableau, et donc qu'est-ce que ça donne au total? Eh bien ça nous donne 2,85 kN par mètre carré de charge de toiture à prendre en compte pour le calcul de la flèche à long terme. Alors cette flèche à long terme, c'est quoi? Eh bien le fameux 5QL4 sur 384 EI. Qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je ne connais pas là-dedans? Eh bien la charge Q, je la connais, c'est 2,85. Attention, les poutres sont distantes de 4 mètres, donc je vais devoir multiplier ce 2,85 par 4, c'est ce qui est écrit ici. La longueur, c'est 25 mètres, donc 25 000 mm exposant 4. Et puis je retrouve ici le module d'élasticité moyen du GL28H, donc 12 600 mégapascales, la largeur B de la poutre qui est une donnée de base, 200 mm, et la hauteur au cube, la hauteur étant l'inconnue. Et tout ça, ça doit être plus petit ou égal à 1/200 de la portée, c'est-à-dire 125 mm. Qu'est-ce qu'on en retire? Eh bien, on en retire la hauteur minimale de section qu'il faut prévoir pour respecter le critère de flèche à long terme. Et cette hauteur minimale, c'est 1302 mm. On voit donc que c'est le critère de déformation à long terme qui est le plus restrictif. Il est plus restrictif que le critère de flexion et le critère d'effort tranchant. Passons maintenant au calcul des poutres en cas d'incendie. On doit d'abord calculer la combinaison de cas de charge accidentelle, que l'on appelle aussi combinaison fréquente. Alors, si nécessaire, je vous renvoie à la partie 2 de ce cours dans laquelle j'avais justifié cette expression. On y retrouve les coefficients psi1 et psi2 que vous retrouvez ici dans le tableau pour les différents types de charges. Alors cette combinaison, de manière réduite, qu'est-ce qu'elle donne? Eh bien, la charge permanente plus le psi1 fois la charge de vent, le psi1, on le retrouve ici, il vaut 0,5, plus le psi2 fois la charge de neige, c'est-à-dire 0, on le retrouve ici dans la colonne. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 kN par mètre carré de charge permanente, plus 0,5 fois 1 kN par mètre carré de charge de vent, plus 0 fois la charge de neige, c'est-à-dire 1,5 kN par mètre carré de charge surfacique en cas d'incendie. Vous voyez que cette charge, elle est plus de 2 fois plus petite que la charge provenant des combinaisons ELU rares que l'on a utilisées précédemment. Donc le fait d'être dans une situation d'accident nous permet de vraiment diminuer cette charge de manière importante et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs la prise en compte du feu n'est pas toujours de nature à modifier le dimensionnement qui a été fait avec les combinaisons rares et les combinaisons ELS. Avant de passer à la suite du calcul, je voudrais faire quelques commentaires sur les aspects de réaction au feu. Je lis avec vous cette phrase qui est écrite ici au-dessus. Comme il s'agit de quelques poutres espacées et non d'une paroi, elles peuvent en principe rester telles quelles, non protégées. Faisons toutefois l'exercice pour la forme de considérer ces poutres au même titre qu'une paroi, c'est-à-dire qu'un plafond.
Le bois lamellé collé, eh bien, c'est comme le bois massif, il a une classe de réaction D, S2, D0, hein. On considère qu'il est non traité, non protégé. Alors je vous rappelle ce que ça veut dire. D, c'est un matériau qui est relativement combustible. S2, une production moyenne de fumée. Et D0, aucune projection de particules. On a affaire à un immeuble qui a une hauteur de 16 mètres. On se trouve donc dans la tranche 10-25 mètres qui est relative au bâtiment moyen, donc BM, avec des occupants de type 3, puisqu'ils sont supposés être autonomes et vigilants dans une salle de sport. Le local peut être assimilé à une salle. Alors prenons le tableau qui provient de l'arrêté royal et que je vous ai déjà commenté tout à l'heure. Donc on a affaire à une salle, à un plafond, on se trouve donc dans la deuxième ligne ici. On a des occupants de type 3 et un bâtiment moyen et on voit que l'exigence de l'arrêté royal, c'est du CS2D0. Alors pour le S2D0, aucun problème, mais le C est plus exigeant que du D, on a donc un petit problème. Et ce petit problème, c'est que on ne peut pas laisser apparentes ces poutres, puisque ce sont des poutres en bois lamellé collé avec une classe de réaction D et pas C. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut vernir ces poutres, les traiter avec un produit chimique et pouvoir en plus justifier que le D passe au C, ou bien alors les cacher, les protéger avec des plaques de plâtre, mais évidemment, on va perdre tout l'intérêt esthétique du bois. Passons maintenant à la vérification des aspects REI, ou plus particulièrement de l'aspect R, hein, puisqu'on a affaire à des poutres ici, donc l'aspect EI n'est pas pertinent, puisqu'il concerne uniquement des parois séparatives. On va considérer que les poutres sont mangées par le feu sur les 4 faces. Je veux dire par là que la face supérieure, en fonction du système de toiture que l'on a ou des couvertures que l'on a prévues, pourrait être protégée au feu. On va faire l'hypothèse simplificatrice que ce n'est pas le cas. Donc je répète que le feu mange les 4 faces en même temps. Voici l'extrait de l'Eurocode, partie 1.2, qui nous donne les vitesses de carbonisation. Pour du bois lamellé collé, le bêta N vaut 0,7 mm par minute. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne une profondeur efficace de carbonisation au bout de 60 minutes qui vaut 0,7 fois 60 plus le fameux 7 mm, c'est-à-dire 49 mm. Donc au bout d'une heure, la section des poutres a été mangée sur les 4 faces, donc vers l'intérieur, sur une distance de 49 mm. Ça veut donc dire qu'au bout de 60 minutes d'incendie, ce qu'il reste de la section, en largeur, c'est 200 moins 2 fois 49, c'est-à-dire 102 mm, et en hauteur, 1300 moins 2 fois 49, c'est-à-dire 1202 mm. Il faut donc recommencer un calcul, donc avec un critère de flexion et un critère d'effort tranchant, mais cette fois en considérant une charge accidentelle, c'est-à-dire 1,5 kN par mètre carré. Je fais remarquer que cette charge elle est plus de 2 fois inférieure à la charge surfacique qui provient des combinaisons rares. Évidemment, il va falloir, et c'est ce que je vais faire d'ici quelques secondes, vérifier les critères avec donc ces valeurs-là, mais aussi avec la section réduite, donc de 102 fois 1202 mm. Écrivons maintenant les critères de dimensionnement en flexion, à l'effort tranchant et au niveau des appuis en compression perpendiculaire aux fibres. Le critère de flexion, le voici. Qu'est-ce que je peux faire comme commentaire? Bien, donc le critère de flexion ici est obtenu en faisant le rapport entre le moment et le module de flexion BH carré sur 6. La section est réduite, donc le B est passé de 200 à 102 mm, le H est passé de 1300 à 1202 mm. À droite ici, le K mode peut être pris égal à 1, le gamma peut être pris égal à 1. On a un coefficient qui soulage le critère qui vaut 1,15 pour le bois lamellé collé. Et vous voyez que le critère est largement respecté. La contrainte sollicitante est de 19,1 mégapascal. Elle est bien plus petite que la contrainte résistante de 32,2 mégapascal. Le critère de flexion est bien respecté. Il n'y a aucun problème de flexion en cas d'incendie. Pour l'effort tranchant, voici le critère que vous connaissez, hein.
idem, hein, même commentaire. Largeur B, eh ben, elle a été réduite à 102 mm, la hauteur à 1202 mm. On voit qu'on n'a pas de problème non plus. La contrainte de cisaillement maximale sollicitante est de 1,36 mégapascal. Elle est bien plus petite que la contrainte résistante qui vaut 4,03 mégapascal. Donc, on en conclut que la poutre, dimensionnée avec les combinaisons rares et les combinaisons ELS, a de bonnes dimensions qui sont suffisantes pour une tenue au feu de 60 minutes. Il nous reste quand même à vérifier une dernière chose, c'est le critère de contrainte perpendiculaire aux fibres au niveau des appuis. Souvenez-vous, on avait dû porter la longueur d'appui à 448 mm pour être certain que ces contraintes perpendiculaires aux fibres ne soient pas trop importantes. Ici, on a une poutre qui va être mangée sur sa face extrême, donc la longueur d'appui va passer de 448 mm à 448 moins 49, c'est-à-dire 399 mm. La largeur d'appui passe de 200 à 102 mm. Donc, la contrainte perpendiculaire aux fibres après 60 minutes de feu va valoir donc la réaction d'appui, c'est-à-dire l'effort tranchant, divisé par 102 fois 399, ce qui nous donne 2,27 mégapascal, ce qui est aussi plus petit que la contrainte résistante de 2,89 mégapascal. Et donc en conclusion, dans ce cas particulier de poutre de toiture pour une salle de sport, eh bien, la prise en compte du feu ne modifie absolument pas la conception des poutres, la détermination de la hauteur qui a été faite à partir des critères ELU combinaison rare et ELS. Ceci termine la partie 5 de ce cours de structure en bois et termine d'ailleurs ce cours de structure en bois. Je vous dis donc non plus à bientôt, mais au revoir.